Alors notre priorité, c'est de travailler sur les équilibres au niveau du sol, des plantes et de l'aspect économique, et de travailler sur ces systèmes, sur ce travail-là au niveau du système, en tenant compte de l'homme. En fait, on souhaite apporter 3 pierres. La première pierre, c'est de faire prendre le temps à l'agriculteur d'approfondir ses observations au niveau de son sol en profondeur. La deuxième, on construit avec les agriculteurs des repères agroéconomiques afin qu'ils puissent évaluer l'impact de leurs choix techniques au niveau économique. Et ensuite, réfléchir à des équilibres humains pour pouvoir définir tout ce qui est culture, assolement, couvert, les amendements et les méthodes de semis. Dans notre intervention, on va faire 3 parties. La première partie, l'aspect agropédologie, fertilité des sols et équilibre humain. Ensuite, Christian Manoton va présenter la conversion bio en polyculture élevage. Et dans un troisième temps, on va présenter des repères agroéconomiques et discuter des équilibres humains aussi. Dans ces repères agroéconomiques, on verra aussi les repères agroéconomiques de l'exploitation ERL Abadi-Manoton. Alors, tout d'abord, les matières organiques, clés de voûte de l'agriculture de demain. On en a parlé beaucoup ce matin. Dans cette présentation-là, on va juste partager des observations et des évaluations que nous avons vues sur le terrain. Donc, matière organique, la première des choses, c'est les sources. La source, c'est le végétal. C'est restitué au sol. Donc, d'une part, on peut avoir les couverts végétaux, la paille, ou bien les prairies, et les fumiers et les composts. Nous, on va s'attacher aux 3 premiers points. Et dans un premier temps, on va vous montrer des éléments en termes d'analyse de sol au niveau des couverts végétaux et au niveau de la paille. En fait, si on caricature les choses, les couverts végétaux, ce sont de la matière organique tendre. Ça va alimenter de manière préférentielle la fraction de matière organique labile du sol. Ça, on l'a vu ce matin. Ce matin, c'est Annie Duparc qui avait présenté. Il y avait une fraction active et une fraction et l'humus du stable. Les pailles, matière organique ligneuse, va alimenter la matière organique stable. Annie Duparc avait parlé de l'humus du stable. Au niveau du sol, on avait 80% de matière organique stable et il y avait entre 10 et 30% de matière organique labile et de produits microbiens. Bien entendu, ce n'est pas aussi caricatural. Dans les pailles, il y a des éléments comme l'hémicellulose qui va aussi alimenter la matière organique labile du sol. Dans les couverts végétaux, en fonction du stade de destruction de votre couvert végétal, il y a bien sûr une petite partie qui peut aussi alimenter la matière organique stable du sol. Donc nous, quand on évalue le taux de matière organique, la matière organique stable, qui représente environ 80%, a beaucoup de poids, en fait. On va vous présenter des analyses biologiques réalisées avec Jean Hinault. En fait, il y a 4 ans de ça, je cherchais un laboratoire pour faire des analyses complémentaires aux analyses classiques. Et il y a un laboratoire qui m'a répondu, c'est celui de Jean Hinault. Et depuis, on travaille ensemble. Ce qu'on a constaté, on a fait des analyses biologiques sur différentes parcelles. Donc là, je vous montre sur 2 parcelles. Il y avait une parcelle chez Jean-Luc Bon-Giovanni, dans Arabassens de Bigorre, sur des alluvions. Pendant l'hiver, il y avait une partie qui était avec la féverolle. L'autre partie était en sol nu. Chez Marc Jusforgue, sur les alluvions de l'Adour aussi, une partie de la parcelle était avec un couvert de triticale et de féverolle, et l'autre partie était en sol nu. Et ensuite, entre 4 et 7 feuilles de maïs, on a fait des prélèvements de sol dans la partie où il y avait un couvert et dans la partie du sol nu. Et ce que l'on a constaté, c'est que l'activité biologique, dans les 2 cas, était supérieure lorsqu'on avait un couvert végétal. Donc là, l'activité biologique a été mesurée par une analyse enzymatique, la déshydrogénase. La déshydrogénase intervient dans de nombreux processus de décomposition des matières organiques. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà aussi de l'apport de matière organique au sol, on peut très bien penser aussi que les racines, qui, pendant l'hiver, par leur exudat racinaire,
alimente l'activité microbienne du sol. Donc c'était intéressant de voir là concrètement ce que ça pouvait faire à 5-6 feuilles du maïs. Ça marche? C'est pas grave. Donc ensuite, chez les agriculteurs, on fait des synthèses et des analyses et on les range, les analyses. Donc, ce qu'on a pu constater, beaucoup de personnes disent est-ce que les couverts végétaux peuvent avoir un impact sur le pH du sol ou des choses comme ça. Nous, il y a un cas, un agriculteur sur Boulbène, dans le 65, en fait, qui depuis 3-4 ans met systématiquement des couverts. Quand on a commencé à travailler avec lui en 2013, on voyait que ses pH et l'équilibre du calcium n'étaient pas bons. Donc, il a fait un premier chaulage. Et cet agriculteur-là, il chaulait régulièrement. Depuis 2013, il fait systématiquement des couverts végétaux. Et puis, régulièrement, on prend des analyses sur ce terroir-là, de différentes parcelles. Et depuis, on a constaté qu'en fait, il y avait que les pH et les équilibres du calcium étaient bons, et donc on n'avait plus besoin de chauler. Quand on parle que les couverts végétaux recyclent les éléments minéraux, en fin de compte, par cet exemple-là, sur ce type de terrain-là, c'est pas que des mots, mais c'est bien réel. Notamment parce que le calcium et le magnésium, ce sont les premiers éléments qui sont lessivables. Et ensuite, on va aller vers Masseube, avec 2 exploitations agricoles, et sur des sols limono-argileux, les 2 exploitations agricoles sont proches, et ce sont sur les mêmes terrains. Les 2 agriculteurs, ils sont en non-labour, sans couvert végétal depuis quelques années, une dizaine, quinzaine d'années, j'espère que c'est ça, et en fait, en 2015, ils sont passés en bio. Et nous, quand on a commencé à travailler avec eux, on a rangé les différentes analyses de sol. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un éleveur qui, lui, mettait du fumier, qui restituait ses pailles systématiquement, et que ses taux de matière organique étaient entre 2 et 2,5%. Son cousin, qui est céréalier, vendait en fin de compte sa paille. Et là, son taux de matière organique sur l'ensemble de ses terrains était entre 1,5 et 2%. Donc on voit bien là, au-delà des simulations, là on prend des données d'agriculteurs, ce que l'impact de l'export des pailles peut faire sur le taux de matière organique. Et petit bémol, et petit complément, l'éleveur sur une parcelle qui avait une prairie est allé jusqu'à 3,9 de taux de matière organique. Donc ça, depuis ce matin, on parle de taux de matière organique. Vous le savez déjà, une prairie, ça aide aussi au niveau du taux de matière organique. Ce n'est pas rien. Donc on voit bien, en fin de compte, que chaque type d'apport va avoir un impact sur les matières organiques du sol et sur différentes formes de matières organiques. Le couvert végétal, matière organique tendre, va ramener la matière organique labile du sol, mais aussi va, par leurs racines, améliorer la structure du sol et du sous-sol. Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, le couvert végétal est important. Mais dans la gestion des couverts végétaux, ce qui va être important, c'est savoir d'où vous venez et où vous en êtes aujourd'hui. Sur le territoire, il y a des gens qui sont déjà aguerris depuis 4-5 ans, qui peuvent laisser pousser les couverts végétaux très haut et les détruire. Par contre, quand on commence à gérer les couverts végétaux, on s'aperçoit qu'il est important de commencer pas à pas pour pouvoir apprendre à appréhender ces couverts végétaux. Et dans l'organisation du travail aussi, parce que si on met la barre trop haute, beaucoup de personnes ont mis beaucoup de surface dès le départ en couverts végétaux, mais après au niveau du printemps, c'est compliqué à le gérer. Et un couvert végétal, on le juge aussi par rapport à son sous-sol. Combien de fois j'ai entendu des agriculteurs et des techniciens qui ont dit « mais tu as un couvert végétal, il faut que tu le laisses pousser pour que ça serve à quelque chose ». En fait, on veut juste inciter à observer ce que fait ce couvert végétal au niveau du sol. Si déjà il a couvert son sol, déjà il y a eu des racines, il a déjà fait du travail. Ensuite, c'est rééquilibrer avec l'aspect humain pour être dans le bon timing, dans la préparation du sol et dans la gestion des cultures par la suite. Donc détruire un couvert tôt, ce n'est pas forcément aberrant. Et sur une exploitation, on peut avoir aussi différentes zones. Des couverts où on détruit tôt, pour que si jamais le temps se gâte, on ait déjà ça, et puis des couverts qu'on détruit un peu plus tard. En fait, il n'y a pas une façon de faire. Et c'est plutôt
gérer son exploitation en fonction de ses terrains et surtout en fonction de ses moyens humains et de son parc matériel. Au niveau de la paille, donc matière organique ligneuse, on va avoir, ça va alimenter de manière préférentielle la fraction stable du sol. Et on sait que par rapport à tout ce qui s'est présenté ce matin, on a la matière organique et la structure du sol. Donc, au niveau du... Par contre, c'est vrai qu'il y a une interrogation aujourd'hui. En bio, il y a moins de rendement, donc moins de résidus. Et puis, il y a des cultures qui apportent peu de résidus, s'il n'y a pas de maïs ni de sorgho. Donc, l'importance aujourd'hui de dire quelles sont les solutions pour augmenter ce taux de matière organique, et notamment, c'est ce qu'on va présenter en deuxième partie, l'importance d'une prairie dans tout ça. Alors, l'agropédologie, mieux connaître sa parcelle et son potentiel par un diagnostic. Si on parle à un agriculteur en disant « mais il faut mettre des prairies », il va regarder, il va dire « bon, mais t'es gentil, mais bon, pourquoi je devrais mettre des prairies, etc. » Donc on va voir en fin de compte tout ce que peut faire une prairie au niveau du terrain. Première question, c'est déjà, j'ai des parcelles qui en rendement qui sont faibles. Pourquoi? Et c'est là qu'un diagnostic agropédologique, je regarde juste si ça marche. Ah voilà, il y a ça. L'agropédologie est importante parce qu'en fin de compte, le fonctionnement d'une plante et le résultat en termes de rendement ne va pas dépendre seulement du sol, dans les 30 premiers centimètres, mais va dépendre vraiment d'un tout et de ce sous-sol. Et ce qui va être important d'évaluer, c'est quel est le facteur limitant. Est-ce que c'est un problème conjoncturel? C'est une question de pH, de structure du sol, d'éléments nutritifs, une question de pratique culturelle qui, dans un climat donné et dans un sol, va faire qu'à un moment donné, ma culture ne va pas pousser. Ou est-ce plus profond? Et dans ces cas-là, un problème structurel, où là, c'est vraiment la génétique du sol qui va donner à votre parcelle quelque chose de limitant en termes de production au niveau de votre culture. Et c'est le contexte géologique, paysager. J'ai ma parcelle, elle se situe à tel endroit au niveau paysager, et au niveau géologique, mon sol et mon sous-sol, il fait combien? Est-ce que j'ai de la roche à 30 cm? Donc ce qui va être important aussi, c'est d'évaluer les deux choses. Et c'est pour ça que l'agropédologie, il faut creuser à 1 mètre, parce qu'un sol, il ne fait pas 30 cm. Et connaître votre parcelle, et comprendre, appréhender un peu mieux votre culture, c'est connaître son sol en profondeur. Parce que le potentiel de la parcelle va dépendre de l'alimentation hydrique et nutritive de la culture. Donc ça dépend de l'enracinement, en fin de compte. Et cet enracinement et l'alimentation hydrique et nutritive de la culture va dépendre de la nature du sol et du sous-sol, et va dépendre l'état du sol et du sous-sol. Donc l'état physique, biologique et organique et chimique. Mon sol, il fait 20 cm, qu'est-ce que j'ai en dessous? Là, c'est un éleveur. À droite, il voulait voir ce que c'était une parcelle en prairie qui fonctionnait très bien. Et à gauche, mais il y avait une parcelle en monoculteur de maïs qui ne fonctionnait pas du tout. Donc on va le regarder tout à l'heure par rapport à ça. Donc connaître son sol va permettre aussi de décider au niveau de son exploitation quelles sont les priorités à donner. En fait, il y a tellement de choses à faire dans son entreprise et son exploitation, c'est quelle priorité on donne. Est-ce que c'est un problème conjoncturel? Donc ça veut dire que des couverts végétaux vont suffire, je vais modifier un peu mes pratiques pour pouvoir améliorer cette fertilité? Ou est-ce que le problème est plus profond? Et dans ces cas-là, il faudra trouver des solutions adaptées à ce terrain-là. Alors c'est vrai qu'on ne cesse de répéter, recaler les pH et l'équilibre du calcium. En fait, on est en bio, mais le mot chimie, ce n'est pas un gros mot. Ça fait partie du tout. Ça fait 2 hivers qu'il y a des agriculteurs qui m'appellent et qui me disent « Tiens, Emmanuel, viens voir parce que j'ai de la faverolles jaune d'un côté et j'ai de la faverolle verte de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, il y a 2 d'entre eux qui me disent « Ouais, là où il y a la faverolle jaune, en plus, souvent, le maïs, il n'est pas bien bon, quoi. » Donc, on y va. Premier réflexe, coup de bêche, bien sûr. La faverolle jaune, pas de nodosité. Faverolle verte, présence de nodosité. Bon, eh bien on se regarde avec l'agriculteur, on n'est pas plus avancé.
Mais c'est là où j'ai un petit joker. Je sais, je vois Jean, le joker, il baisse la tête. Non, non. Jean Hinault, qui a un laboratoire depuis 35 ans, il est là dans la salle, et qui est un agropédologue spécialiste dans la nutrition végétale, tout ce qui est organique et microbiologie du sol. Et donc il réfléchit, il me dit, bon, mais les nodosités ont besoin de molybdène, et dans les sols où les pH sont faibles, le molybdène est peu assimilable. En fait, c'est un des oligo-éléments qui, lorsque le pH monte, est disponible, alors que tout le reste, c'est plutôt aussi l'inverse. Donc, on fait des analyses de pH. Et là où il y avait la févrole jaune, on était en pH 5,1. Là où il y avait la févrole verte, le pH était à 5,9. Dans les 3 cas, on avait remarqué ces différences-là. Donc, attention sur vos sols, calez bien les pH et les équilibres du calcium. Pour donner juste des repères, hein, c'est de manière simplifiée, mais on peut retenir que le pH est autour de 6,2. Et quand on parle d'équilibre du calcium, c'est le pourcentage de calcium sur la CEC, la proportion de calcium qu'il y a dans votre sol dans la CEC. Il faut qu'il soit entre 60 et 80%. Et là-dessus, les amendements sont nécessaires. Voilà notre avis. Donc le potentiel d'une parcelle, je vais vous expliquer, donc c'est l'éleveur qui avait une parcelle avec un problème ici, puis une parcelle qu'il voulait voir. En fin de compte, cette parcelle avec, voilà, monoculture de maïs, labour sans couvert végétal. Et là, c'était une prairie. Et vous voulez dire, et puis on avait fait un autre profil aussi sur une prairie qui ne fonctionnait pas bien, qui n'avait pas du tout cette tête. Donc là, on avait un sol quoi, profond, de 60 cm, brun. Il était limono-argileux, avec aussi du sable, avec des cailloux pour pouvoir faire de la porosité et que les racines respirent. Et puis on avait quand même un peu d'argile pour qu'on ait de la réserve hydrique. On avait de la matière organique. Et en profondeur, en plus, on avait ce sous-sol qui avait un peu d'argile et les racines pouvaient y descendre. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il a été très, très surpris sur cette parcelle casséide. Et donc là, on observe quoi? 20 cm de sol brun et après une couche très argileuse. Ça, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Par contre, ce qui manque, et quand je suis sur le terrain, je lui dis, mais tu vois là, il faudrait peut-être une prairie parce que ça va être compliqué. Hein. Il me regarde et il me dit, oh, tu crois, elle est loin, c'est pas possible. Bon. Et c'est là où il faut creuser et évaluer. Donc, on évalue. Deuxième chose, donc à 15 cm, on a 23% d'argile, 60% de limon et on a 17% de sable. Le carbo, c'est le test. Vous savez, c'est le test avec l'acidité, avec l'acide chlorhydrique. Donc 0. En profondeur, à 60 cm, on avait près de 50% d'argile, 47% de limon et 4% de sable. On avait 50% d'argile. Et donc là, on voit bien qu'en fin de compte, c'est deux couches qui géologiquement sont complètement différentes. Et là, un labour sur deux couches qui géologiquement est complètement différente va accentuer cette différence-là. Et les racines, elles étaient là. Hein. Il y en avait une là, mais franchement, elles étaient dessus. Donc vous voyez bien que c'est deux sols complètement différents. Avec Jean Hinault, quand on fait des études agropédologiques, on rajoute une analyse qui est la perméabilité. Plus le chiffre est grand, plus la perméabilité est forte. Donc on voit qu'en sous-sol, elle est très faible. À partir de ce moment-là, l'agriculteur il commence à réfléchir. Et ensuite, c'est une carte, on met les parcelles sur une carte géologique pour comprendre ces différences-là, des fois. Et donc là, c'est différentes couches géologiques. D'accord? En vert, c'est une couche géologique. En orange, c'est une autre. Et on a cette couche, vous voyez, orangée. Quand j'ai montré cette carte aux éleveurs, c'était deux jeunes. Ils se sont regardés, scotchés. Ils ont regardé la carte, ils se regardent de nouveau, sans rien dire. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, toutes les parcelles qui sont sur cette couche-là, elles sont très difficiles à travailler. Ici, on est à côté de l'exploitation, donc en fin de compte, il y a une zone où il faut une rotation avec de la prairie. Mais quand c'était trop loin de l'exploitation, jusqu'à présent, ils ne faisaient pas de rotation avec une prairie. À partir du moment où ils ont vu que vraiment le problème était structurel, était plus profond que ça, ils ont mis aujourd'hui en place une prairie. Donc en fait, c'était juste
de regarder en profondeur les choses qui se passent. Et une prairie clé maîtresse. Donc c'est là-dessus où on va insister aujourd'hui. Quand le côté conjoncturel est présent et que les pratiques culturelles peuvent suffire, c'est une chose. Mais quand géologiquement vous avez dans le Gers des collines et qu'en haut il y a peu de sol, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'expérience sur le terrain, si je vous dis qu'une prairie, derrière une prairie, le taux de matière organique est plus élevé, c'est ce que l'on observe souvent. Que c'est plus facile à travailler derrière une prairie et que les rendements des cultures suivantes sont souvent supérieurs. Donc on va voir aussi l'impact d'une prairie dans le sous-sol. Parce que ça, c'est ce qu'on observe au niveau du sol. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sous-sol? Alors petite parenthèse, on parle d'une prairie, on ne parle pas de chachère. Vous savez, la parcelle qui est loin là, qu'on laisse soit à pH très bas ou qu'on s'en occupe pas du tout. Voilà. Donc si on veut régénérer la prairie, il faut, on parle de prairie. Et là, c'est une observation chez la famille Georges à Castelnau-Magnoac. Il y avait un endroit de la Féverolle. Il y avait un endroit où la Féverolle était toute pas belle, qui poussait pas beaucoup, et un autre endroit de la parcelle où la Féverolle était très jolie. Petite parenthèse, à quoi ça sert les couverts végétaux? Les couverts végétaux aussi permettent d'observer beaucoup de choses au niveau du sol. Et ça permet aussi d'aller creuser. Parce que si on dit à un agriculteur, vous faites une culture et puis là ça marche pas bien, mais je vais traverser le champ avec la pelle mécanique et creuser, généralement ils sont pas trop d'accord. Donc avec les couverts végétaux, c'est sympa, on peut aller creuser au milieu du champ et regarder avec les racines le sol. Et donc là où la Féverolle était plus jolie, qu'est-ce qu'on observait? On observait dans le sous-sol quelque chose de beaucoup plus brun, des chenaux bruns, avec beaucoup plus de porosité. Là où la Féverolle était moins jolie, la couleur était beaucoup plus ocre, avec beaucoup moins de porosité. Je tiens juste à m'excuser au niveau de la photographie, parce que malgré tout, là, il y a eu une erreur de flash, donc c'est pas les couleurs réelles, d'accord? Et c'est pas volontaire de ma part, je voulais pas tricher sur la différence entre les deux. Mais en tout cas, Florent Georges, qui avait vu ça, était surpris. Et souvent, quand les agriculteurs nous font intervenir avec tiens, là ça marche pas, et bien souvent, là où ça marche mieux, c'est là où il y avait une ancienne prairie. Et souvent, quand on regarde le sol, là où il y avait une ancienne prairie, il y a le sol qui change, d'accord, mais il y a aussi le sous-sol. Et la plupart du temps, au niveau du sous-sol, on voit une couleur plus brune, ça veut dire que le monde organique, le monde biologique est descendu dans ce sous-sol, et on voit plus de porosité dans le sous-sol. Et quand il y a la porosité des galeries de vers de terre, qu'est-ce qu'elles font les racines? Elles se mettent dans les galeries de vers de terre. Parce qu'il y a tout autour des galeries de vers de terre, tous les turicules où il y a des éléments minéraux. Si je reprends une observation en 2017 chez les éleveurs à côté de Brioude, il y a une parcelle avec un maïs dans nos labours. Depuis deux ans, il fait un couvert végétal. Et puis, il y avait une parcelle de prairie régras hybride et trèfle violet. Et c'est vrai que j'étais contente parce que je n'avais jamais vu des parcelles de régras hybride trèfle violet. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne? Donc le sol était peu profond, pardon. Et dès 40 cm, 50 cm, on avait la roche. Par contre, là, c'était très clair. On avait vraiment, par rapport à la parcelle d'à côté où il y avait des couverts où il y avait du maïs en monoculture, ici, on avait vraiment de la porosité. Et cette porosité-là, dans la parcelle voisine, elle n'était pas aussi flagrante. Donc cette prairie a vraiment, avec de la légumineuse, donc avec ce trèfle violet, a vraiment amélioré la porosité de la parcelle. Donc une prairie, c'est une culture à part entière. Avant de passer la main à Mano, parce qu'il s'en nommé Mano sur le terrain, je vais finir sur l'aspect toujours la prairie clé maîtresse, parce que la fertilité des sols, la rentabilité et l'équilibre humain. Quand on met en place une prairie, en fait, c'est sur du long terme et on se libère du temps sur les autres parcelles qui vont avoir besoin de plus de temps. Choisir son espèce, ça va dépendre de son sol, de l'utilisation et du complexe pédoclimatique. Là-dessus, on était au lycée de Saint-Médard, la lucerne, elle poussait peu et il y avait un fort salissement de toute la parcelle. Qu'est-ce qui se passait? Et c'est là où, si on regarde que la surface, ça ne suffit pas en fait.
Donc le diagnostic de sol va permettre de définir, bon, la luzerne qui ne pousse pas, le premier point, c'est l'hydromorphie, elle déteste ça. Le pH, ou est-ce qu'il y a des éléments minéraux qui ne fonctionnent pas bien, ou est-ce que c'est une question de structure? Souvent, une prairie aussi peut ne pas bien fonctionner parce que quand il y a eu la mise en place c'est faite avec de la pluie. Et donc, il y a différentes hypothèses qu'ils ont mises, et là, c'était l'hydromorphie qui n'allait pas bien. À côté, il y avait une parcelle de luzerne qui fonctionnait très bien, mais cette parcelle-là avait des taches d'hydromorphie, en fait. Donc, dans le futur, ils vont plutôt mettre du trèfle violet plutôt que de mettre de la luzerne, même s'il y avait des parcelles pas loin qui, avec de la luzerne, fonctionnaient bien. Les diagnostics agropédologiques, on émet des hypothèses, bien sûr, ce n'est pas des certitudes, c'est juste une interprétation de ce que l'on a, ce que l'on voit sur le terrain. Et après, on cherche des pistes par rapport aux agriculteurs. Donc, il n'y a pas de certitude, bien entendu. Je laisse la main à Christian Manoton. Merci. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. À titre personnel, je me suis toujours engagé, pas pour défendre un système, mais parce que depuis longtemps, je pense que le système qu'on nous proposait nous menait droit dans le mur. Et donc, je me suis toujours engagé, pas pour quelque chose, pour être franc, mais contre un système. Et j'étais un peu désespéré, moi, à titre personnel, et de mes collègues agriculteurs. Et je suis ravi de venir témoigner aujourd'hui devant une salle aussi remplie. Ça redonne de l'espoir. Voilà, je tiens à le dire, c'est mon côté un peu engagé syndicaliste, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, donc je tenais à vous dire ça. Donc moi, j'habite à Saint-Lézé, à côté de Vic-Bigorre. Ceux qui connaissent le lycée agricole de Vic-Bigorre, on est juste à côté. Je suis associé avec un autre agriculteur. On était tous les deux éleveurs laitiers. On s'est associés il y a 10 ans et il y a 3 ans qu'on a arrêté de faire du social, donc on a arrêté le lait. Et donc, on a un mi-temps, un salarié à mi-temps à plusieurs, donc nous on l'a à mi-temps. Et on a à peu près une exploitation de 120 hectares, 80 hectares, 120, 130, 80 hectares cultivables et le reste en prairie naturelle. On est en polyculture élevage, on est dans la région du maïs et on fait de tout sauf du maïs, enfin un peu, on en parlera si on a 2 minutes, et un peu de maïs, autrement on avait donc un troupeau laitier qu'on a croisé, on a un troupeau aujourd'hui viande de race croisée à tendance limousin, cimental, et on vend tout en vente directe par les circuits courts, quoi. Alors ça, sur la viande, on le faisait depuis très longtemps, et là aujourd'hui, tout ce qui est céréales, on le vend aussi, pas à 100% parce que c'est un peu plus compliqué, la viande à 100%, mais autrement le reste, on va dire à 80-90%, on vend en vente directe. Donc l'exploitation, l'orientation de l'exploitation, c'est bon. L'avantage, c'est qu'on peut parler de conversion parce qu'on était tous les deux avec mon associé en conventionnel, hein, donc on a connu le système conventionnel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on est passé tous les deux en non-lambour avant d'être associés, donc ça fait à peu près 15 ans, hein, je pense, c'est par là que nos terres sont plus labourées du tout. On n'a pas de charrue, de façon pour être sûr. Nous, on avait vendu la charrue, comme ça on était sûr de ne pas revenir au labour. Et la première démarche qu'on a eue, ça a quand même été de passer en semi-direct. C'est la première orientation qu'on a prise, mais on l'a mal prise parce qu'on a été pas mal conseillé, mais on a été trop naïf sur le conseil. C'est comme tout, il y a des extrémistes partout. On peut vous faire croire qu'on peut semer là d'un coup là sur un sol comme ça, en semi-direct. Bon, on s'est planté. On n'avait pas le bon matériel non plus, hein, parce que c'est important, je pense, le choix du matériel. Mais on a quand même pris une orientation où on s'est mis à faire des rotations de culture, à diversifier, à couverts végétaux à 100%. Aujourd'hui, là, toute l'exploitation, il y a un couvert végétal. Voilà, ça depuis des années. Et donc, il y a longtemps qu'on a cette approche. Et donc, logiquement, on est passé en bio. Et donc, on est là en conversion 2. Voilà. Donc, moi... parler là, moi je pense que je peux plus parler de tout ce qui est humain, hein, dans cette démarche-là, parce que bon, depuis ce matin, on a vu les scientifiques là qui nous ont expliqué tous les mécanismes, et puis on a été voir chez nos voisins espagnols, puis là on s'approche du terrain avec Emmanuel, avec qui on travaille. Je pense qu'on m'a demandé là d'être là parce que moi en fait je comprends pas trop tout là.
bon, je dois l'avouer, c'est pas trop enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y arriver, mais je pense qu'on m'a mis là parce que je comprends pas bien, quoi. Et voilà, mais c'est pas grave, il en faut un. Mais c'est la preuve aussi que, voilà, en s'entourant, parce que par contre, mon associé est très pointu là-dessus, hein, très pointu. Donc, en s'entourant bien, on peut y arriver. Mais donc, s'il y a des questions techniques ou des points, c'est pas à moi qu'il faut demander parce que je comprends pas. Et voilà, je fais avec d'autres critères. Voilà, moi je pense que si on adopte une grande orientation, que les scientifiques nous expliquent tout ça, c'est très bien. Il faut savoir aussi parce qu'on apprend tous les jours. Hein. Moi, je suis pêcheur, par exemple. Le gros avantage de tout ce système, c'est que des vers, j'en ai à tech, quoi. Hein. Aujourd'hui, il y en a partout. Mais voilà, le système, c'est la rotation, le couvert végétal. Et si on fait tourner, si on avance comme ça, je pense qu'on peut pas trop, on va pas trop se tromper, quoi. Et donc, voilà, ce dont je peux parler moi, c'est tout ce dont ils parlent pas eux, parce que la conversion en bio. J'entends des critères de choix, hein, c'est pour ça qu'on travaille, il y a tous les critères, mais par exemple avec mon associé, le choix d'un couvert végétal, ça va surtout être qu'est-ce qu'on a en stock. Voilà. Parce que cette année, par exemple, on a fait de la facélie, mais le prix de la facélie, on n'en a pas fait sur toute l'exploitation. On a fait un essai, mais on va regarder qu'est-ce qu'on a en stock. Vous voyez, là, vous avez une parcelle de soja qui est chez nous, c'est moi qui bine. C'est moi qui sème aussi, non mais je le dis parce que c'est moi qui bine. Et donc, moi, dans le couvert végétal, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir de plantes qui vont me faire des tas de racines, là. Vous savez, des styles avoine ou comme ça. On a fait ça. Quand je bine à 3 km/h, quand la plantule est grande comme ça, poum, parce qu'on ne laboure pas, donc il y a toujours ça qui reste en surface, ça va me casser beaucoup de pieds. Donc, même si c'était intéressant pour la culture, moi, en tant que bineur des parcelles, je veux pas de ça, quoi. Parce que vous voyez, c'est d'autres critères que le critère purement technique. Pareil, on a tout un système, nous, on fait beaucoup de mélange et de métailles. On a un trieur, hein, on a une petite entité où on se fabrique l'aliment pour les vaches et où on trie, donc on valorise les déchets. Pas un gros truc, mais on fonctionne comme ça. Ce qui va nous intéresser dans l'association de culture, c'est de mettre 2 graines qui vont pouvoir se trier facilement. On va dire triticale, févrole. Parce que si on met, par exemple, ça dépend des trieurs, mais nous, si on met avoine, févrole, on ne peut pas le trier, quoi. C'est les mêmes diamètres, voilà. C'est d'autres critères que le critère purement technique. Voilà, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Alors, ce que je voulais vous dire, et qui n'est pas oui, voilà. Les raisons du bio... Ah mais oui, d'accord. Merde, j'ai pas... Alors, qu'est-ce qui nous a fait passer en bio? La première raison, c'est quand même la fragilité du système conventionnel. Hein, nous, on a bien vu qu'on partait dans le mur, comme beaucoup, quoi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter nos chiffres ou nos marges, parce que j'ai pas encore assez de recul. Puis je vous rassure, on n'a pas encore pu acheter un appartement à Biarritz, il ne faut pas rêver non plus. Mais par contre, ce que je sais, c'est que depuis longtemps, c'est la première année que le négoce avec qui je travaille, ce que je lui vends ne vient pas que solder ce que je lui dois. Pour la première année, il va me faire un chèque. Ça peut paraître un détail, mais pour moi, c'est énorme. Parce que ça prouve que mon travail, quelque part, je le vois, qui me rémunère, même si c'est pas encore... voilà. C'est sur des points comme ça qu'on peut témoigner du bienfait de ce système-là. Bon, ce que je vous disais, c'est une suite logique de notre philosophie. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des primes, parce que nous, on était dans un système, mon associé et moi, la prime, ça nous agace un peu, mais à un moment donné, on a fait le pas. Des primes, je crois que nous, sur l'exploitation, on en a de 11 sources. Hein, prime DPU, prime bio, prime luzerne, vache allaitante, veau sous la mer, avec 11 sources. Et bien, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme prime, il ne faut pas se leurrer, quoi, et puis ça me fait. Évidemment, et je ne l'ai pas mis en premier quand on discutait avec Emmanuel, parce que je tenais à être assez honnête, ce n'est pas le premier critère, hein, qu'on peut annoncer souvent, la prise de conscience environnementale et sanitaire. Mais je l'y mets pas en premier parce que c'est pas vrai, c'est pas ça qui nous a fait changer, mais ça compte aussi, quoi. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que je respire mieux quand même.
Il n'y a pas un critère. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou si je fume moins, mais il y a quelque chose qui va mieux. Et voilà. Donc, ça, c'est les raisons qui nous ont fait passer en bio. Les leviers qu'on a, et de tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est, à mon avis, le meilleur résumé, il est là, hein, quand le collègue espagnol l'a parlé, notamment, c'est qu'en bio, ce qui change, c'est qu'on fait une approche, non pas par le chiffre d'affaires, mais par la marge. Moi, c'est l'énorme différence, quoi. Quand je vous parlais d'engagement, là, moi j'en avais un peu marre de me battre comme ça. De toute façon, on n'y arrivera jamais, les systèmes sont trop gros et tout ça. Par contre, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de venir témoigner, mais aussi que mes voisins viennent voir ce qu'on fait. Et ils se posent des questions. Et je discutais avec un voisin à moi, là, cette année, dans la région de Vic, là, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais les rendements en maïs, c'est extraordinaire, quoi. Il a fait 125 ou 130 de moyenne, Quinto. Et alors, on me faisait un calcul. Une fois séché, livré, je ne sais pas quoi, il va l'avoir payé 115 €. Moi, j'ai fait mon maïs population, parce qu'on fait notre semence avec mon associé. On est parti, on a démarré à 1 tonne hectare. En un an, on est passé à 4 tonnes. La marge est énorme. Cette année, on a fait 4 tonnes que j'ai vendues en C2 à 300 €. C'est-à-dire, à mes chiffres d'affaires, on est pareil. Lui a perdu 500 €. C'est-à-dire, les primes qui touchent viennent combler le trou qu'il fait en maïs, ce qui rejoint l'étude qui avait été faite dans notre groupe GVA là, de la région de Vic, où en 2016, la marge nette moyenne, prime incluse, pour le maïs, c'était 14 €, hein, sur je ne sais pas combien d'exploitations, Jean-Luc, tu sais, enfin, je ne se rappelle pas, c'est 14 € la marge nette, prime incluse, dans notre canton de Vic-Bigorre. Donc ça rejoint les chiffres de mon voisin. Et moi, avec mon associé, pas d'engrais, il y a le fumier des vaches, je simplifie un peu aussi, mais bon. Pas d'engrais, pas de fongicides, 2 tours d'irrigation au lieu de 6, lui. Voilà, moi j'ai fait 4 tonnes, à 300 €, j'ai gagné 600-700 €. Voilà la différence, et l'approche, quand je parle d'approche par les marges et par le chiffre d'affaires. En plus, ce que je lui dis, moi, c'est que moi je participe à créer de la pénurie de maïs, donc à faire monter les prix. Alors que lui, il en produit à tech pour rien, c'est-à-dire il s'auto-détruit en produisant du maïs qui va faire baisser le prix. J'essaie de lui faire voir l'aberration. Je crois qu'il commence à comprendre quand même. Voilà. Non mais voilà, mais c'est un par un, quoi. Hein, parce que voilà, mais je le critique pas parce que j'ai été comme ça aussi avant, mais voilà. Le deuxième levier, c'est l'autarcie. Hein. Si vous voulez faire de la marge et sans tenir compte du chiffre d'affaires, ce qui est intéressant en bio, c'est qu'on n'a pas grand-chose à acheter, donc on peut agir et sur la vente et sur les charges, et notamment en étant en autarcie, hein, c'est-à-dire nous, l'aliment des vaches, on se le fabrique avec les déchets de ce qu'on trie de nos céréales. La grosse partie, ça part aux vaches, tout est valorisé. On n'achète rien, c'est ce que je vous disais, quand on choisit une plante pour un couvert végétal. Là, j'ai semé il y a 15 jours, 15 hectares de rails gras et avoine sur des parcelles pour faire un... Voilà, on avait ça, on a semé ça, on ne dépense rien. L'autarcie, il y a quand même une limite, hein, parce qu'il faut en tenir compte, c'est le travail, parce qu'on va en parler après, mais il y a quand même du boulot. Donc l'autarcie, c'est joli, mais à un moment donné, bon, il faut dormir aussi. Les investissements, alors sans aller à l'excès de la photo que j'ai vue de notre ami espagnol tout à l'heure, là, le petit tracteur avec la bineuse de rang qui ne donne pas envie de passer en bio quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Moi, je dis attention au choix des photos, parce que là, on n'a pas envie. Sans ça, nous, on a un soja, voilà, on n'a pas investi, c'est le vieux vibro où on a mis les dents aux emplacements adéquats. On sème à 40 avec le passage des roues. Moi, ça, c'est un soja qui est biné 3 fois, je l'ai biné, voilà, et ça c'est un soja irrigué 3 fois et qui a fait entre 30 et 35 quintaux de moyenne. On vous montre celui-là parce qu'il y a des endroits où on a fait 5 hein, quand même, mais on peut en parler aussi. Voilà. Alors l'organisation et la rationalisation du travail, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, j'ai fini mes couverts végétaux, jusqu'au mois de mai, j'ai plus rien à faire dans les champs, de toute façon, je ne peux rien faire et je n'ai pas le droit de rien faire. Donc la façon de travailler change, il y a des pointes de travail, moi je trouve énormes, avec des grosses journées et qui se suivent, parce qu'il faut, nous on fait du foin, on fait tout ça, et puis surtout on repart dans des systèmes où on se réapproprie le travail et en harmonie avec la nature, quoi.
C'est-à-dire, on a beau être fatigué, si le temps s'y prête, eh bien, il faut partir bosser. Ce qui n'est pas toujours le cas avant, enfin, de ce que j'avais connu moi. Peut-être on n'était pas bien organisé. Attends, il y avait les marchés porteurs. Non, mais dis-moi si je suis long. Non, mais je préfère que tu me le dises. Et après, il ne faut pas se nier, quoi. Enfin, nous, on trouve que c'est marché porteur, quoi, le bio. Hein. Il y a des prix, il y a de la demande. Moi, je mets un bémol parce que, de mon expérience, chaque fois, enfin, on est dans le Gers, hein, je ne vais pas parler du canard et je ne vais pas faire de polémique non plus, mais chaque fois que nous, agriculteurs, on a des productions où il y a de la valeur ajoutée, de la plus-value, franchement, mais je m'y mets dedans, hein, on n'est pas capable de se la garder. C'est d'autres qui nous la piquent. Donc aujourd'hui, il y a des marchés porteurs. Moi, je dis attention, il faut quand même s'organiser. Parce que ces plus-values-là, il faut savoir se les garder. Mais il ne faut pas nier que voilà, il y a de la demande, il y a des prix, voilà, c'est plus intéressant. Les difficultés, bon, évidemment, mais ça tout le monde le sait, c'est le regard et les pressions de l'extérieur. Et ça, c'est sûr que bon, on est quand même l'objet de moqueries au début. Nous, avec mon associé, ça ne nous a pas perturbé. Je sais qu'il y a des gens. Il y a des gens que ça peut gêner. Hein. C'est vrai que moi, mon champ de maïs, dans la plaine de Vic-Viron, voilà, hein, même ceux qui ne sont pas paysans, ils ont honte pour moi. Mais peu importe, quoi. Voilà. Non, mais il faut le dire quand même, parce que bon, voilà. Bon, ce que je vous disais, il y a le problème des pointes de travail. Hein. Un autre problème, c'est ce que je vous disais un peu au début, c'est qu'il faut se réapproprier. Alors, c'est à la fois intéressant, ça, hein, il faut se réapproprier des fondamentaux. Et le technique, ou alors moi ce que j'ai fait, c'est que je m'entoure de gens qui savent, parce que j'ai 55 balais, j'ai pas mis d'aller revoir les formules chimiques, les analyses, tout ça, mais il faut reconnaître que bon, c'est un boulot, mais en contrepartie de ça, il y a un truc énorme, c'est le plaisir, de retrouver le plaisir de faire ce métier, quoi. Moi, ça fait 2 ans qu'on le fait, c'est passionnant, quoi. J'étais dans le système, hein, le lait, j'écoute ce que me dit Danone, le maïs, j'écoute ce que me dit la COP. Ce qui est passionnant, c'est que je suis tout seul devant un truc, là, une limace, un truc qui nous bouffe, qu'on va ressemer, et c'est vraiment passionnant, quoi. C'est comme, mais c'est comme ça. Et on retrouve plaisir. Moi, on a loupé je dis toujours, on a loupé la moitié de nos cultures de soja. Pourquoi? Parce que, alors je bine, on sème à 40. Je vous donne un exemple. 3 hectares dans un champ un peu en dévers. Parce que, bon, il y a longtemps qu'on n'avait pas biné, quoi. Un peu en dévers, j'ai pas pu le biner, quoi. Parce que vous voyez, ceux qui ont déjà fait, il faut compenser un peu. À 40, la roue, elle m'écrase le rang d'à côté. Donc, c'est-à-dire, j'ai arrêté, quoi. C'était un carnage, voilà. Donc ça, je ne referai pas. Les endroits où ça tourne, je ne referai pas. Donc, on a fait une pas trop mauvaise année en soja, mais il y a un potentiel énorme pour faire plus. C'est ça qui est intéressant. Il me tarde de le ressemer, quoi. Il me tarde de ressemer le soja, d'aller le rebiner et d'améliorer. Parce que c'est visible, quoi. Et plus que 2 quintaux de maïs en investissant à 800 € pour espérer les avoir. L'autre difficulté que je trouve, moi, c'est le côté administratif. Alors déjà que nous, en agriculture, on en a beaucoup. Alors quand on est en bio... moi, des fois, j'achète des petits veaux là, pour la vente directe parce qu'il m'en faut tout le temps. Des fois, on achète un éleveur bio. Avant, j'arrivais, on prenait le truc, on faisait la facture, on partait. Là, il faut faire 5 papiers, quoi. C'est une folie, quoi. Le transport pour être sûr que je n'ai pas déchargé et chargé autre chose. Le certificat bio, le mec, il n'a pas les vaches aux 3/4 bio, alors il faut qu'il me fasse un papier qui me certifie. Voilà. Le maïs, c'est pareil, le voisin nous le sèche, il faut certifier qu'il a nettoyé la batteuse, qu'il a nettoyé le séchoir. C'est un truc de fou, quoi. Des papiers, ça c'est lourd quand même, quoi. Voilà. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire. C'est bon? Alors, technique, si vous voulez savoir, vous demandez là. J'ai combien de minutes? Ah oui, vas-y. Non, mais tu peux. Hein. Non. Ah si. Non, c'est bon. 5 minutes. Donc, on va passer sur le point repère agroéconomique et équilibre humain. Et si tu veux compléter, parce qu'il y a aussi tes chiffres. Donc voilà, donc en fait, on va voir des repères économiques en lien avec l'aspect pratique culturel, et puis après il y aura une réflexion au niveau agropédologique si on voit que l'aspect économique n'est pas là et que les rendements ne sont pas là. Donc on va s'appuyer sur le RL Manouton à Badi, qui sont en non-labour avec une grosse partie en couvert. Donc première des choses, alors... dès qu'on présente des chiffres, tous les chiffres sont
critiquable. D'accord? Donc nous, on fait une méthode de calcul qui est critiquable. C'est dans la comparaison que on puisse émettre les présenter. Ce que l'on fait, c'est qu'on cumule les charges opérationnelles, les charges réelles en termes de semences, en termes d'amendement. Et pour les travaux, pour simplifier, on prend des coûts forfaitaires qui tiennent compte du tracteur, de l'outil, du fuel et de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre à 25 € de l'heure. Je vous donne des exemples. Un des chômeurs, on est entre 35 et 40 €, donc le passage. Et s'il passe 2 passages, on multiplie par 2. Voilà, on cumule tout ça. Et un battage, c'est 110. Un semis, ça peut être 65 €, etc. Et le coût, les charges diverses, c'est tout ce qui est triage, séchage et assurance et fermage. Donc, là, chez eux, un soja, charge opérationnelle, on est à 120, travaux forfaitaires, on est à 412, et charges diverses avec du triage, et charge totale, on est à 730 €. Sur le terrain, aujourd'hui, des fois, on parle de marge brute. J'entends parler des gens qui font des marges brutes. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'à un moment donné qu'il faut faire attention, parce que notamment en bio, les charges opérationnelles sont très basses, mais les coûts forfaitaires qui peuvent paraître élevés, parce que de toute façon, nous, c'est des charges forfaitaires, d'accord, qui se rapprochent même des coûts entrepreneurs. Donc, mais de toute façon, dans la comparaison, c'est valable. On a beaucoup plus de travaux. Au niveau maïs popcorn, on est à une décharge totale de 759 et la Faverolles avoine, on est à 481 €. Juste pour faire des comparaisons, un maïs aujourd'hui en conventionnel, les gens avec, ils sont à 500 € ou 600 € de charge opérationnelle et au total avec du séchage et et l'irrigation, on peut être entre 1400 et 1600 € pour du maïs irrigué. Le soja, on est autour de 900 €. C'est juste, voilà. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on observe? Donc, si on fait une moyenne de 2 tonnes hectare, on est, avec le soja, à 369 € de marge directe. Pour le maïs popcorn, comme il a dit, à 4 tonnes hectare, on est à 300 € la tonne et on est à 440 € de l'hectare. Comme il a dit, au niveau du maïs, eux, ils ont, depuis qu'ils le font, ils augmentent en fait. Non, il n'y a pas les primes là. Attention, hein, il n'y a pas les primes. Hein. On ne regarde que ça. En fait, on va se concentrer sur la Faverolles avoine. Nous, ce qui va être important pour relier avec l'aspect agronomique, c'est qu'on va après décomposer cela avec des marges directes selon soit les terroirs, soit les pratiques. Quelqu'un qui va comparer non-labour, labour, ou quelqu'un qui va comparer couvert végétal sans couvert végétal. Ouais. Important, mais là c'est moi, paysan qui parle, c'est que dans les chiffres, il y a notre rémunération. Enfin, quand elle dit salaire, c'est pas d'un ouvrier ou par là, c'est qu'on dans ces marges-là, nous on a déjà compté notre rémunération horaire, quoi. Hein, juste pour. Oui, tu peux le garder. 80 € de là, non, je connais. C'est combien, nous? Combien? Je sais plus combien on a mis. Non, là c'était 25 €. 25. Non mais, enfin. Je le précise parce que j'en ai vu des comparaisons en agriculture, on ne parle jamais de notre travail. Hein, moi, j'ai beaucoup lutté pour le lait. J'avais du mal, même avec mes collègues qui étaient engagés, quand ils me parlaient de SMIC. Moi, j'aime bien le SMIC horaire. Hein. Alors, le SMIC, c'est 1100 € par mois. Quand on fait moi, je suis d'accord pour le SMIC, mais à l'heure, quoi. C'est-à-dire, quand on est laitier, qu'on fait 70 heures, ça tombe dessus que ça 3005, quoi. Et j'avais pas l'impression de dire une ânerie. Mais c'est pour ça que je le précise, j'aime bien. Tu peux le garder, garde-le. Tu peux compléter, hein. Très bien. Donc, ce qui va être important, c'est que sur les exploitations, il y a on est, par exemple, à 2 tonnes hectare de moyenne. Et puis, si on décompose, par exemple, cette Faverolles avoine, ou sur un terroir qui s'appelle le Bélate, cette Faverolles avoine va faire 1,7 tonne. Sur un autre terroir, des alluvions, cette Faverolles avoine va faire 3 tonnes. Donc vous voyez bien qu'au final, on a d'un côté 413 € par hectare et de l'autre 30 € par hectare. Ici, c'est au prorata des surfaces. Comme j'ai 4 hectares à 3 tonnes, okay, et que là j'ai 10 hectares à 1,7 tonne, c'est vrai que là,
qu'on comptabilise au prorata des surfaces. Donc on s'aperçoit des fois qu'en fin de compte, certaines parcelles pénalisent les rendements et pénalisent la marge. Qu'est-ce qu'on doit faire sur ces parcelles? Donc c'est là où l'étude agropédagogique est intéressante. Est-ce que c'est un problème de pratique culturelle qui n'est pas adapté, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et on constate que généralement, ces sols qui sont un peu compliqués, en coût de travaux, on est supérieur parce que ça nécessite plus de passages. Ici, là, on fait le lien avec l'agropédologie. Donc là, c'est une carte géologique. On est sur les alluvions de l'Adour, tout ce qui est en bleu. FZ, les alluvions de l'Adour. D'accord? Donc là, le village, c'est Siarouille. Là, c'est le village, c'est Saint-Lézé. La ferme est au niveau de Saint-Lézé. On est dans une plaine à 220-230 mètres d'altitude. Et là, c'est le Bédat. C'est les parcelles en vert. Vous voyez, c'est comme colluvion. Et là, on est à 330 mètres d'altitude. Donc là, c'est toute une pente. Et en plus, quand ça fait des petits soubresauts comme ça, généralement, en dessous, on a une petite rivière. Et si on regarde les sols, on voit deux sols complètement différents. Au niveau des Bédat, 35 cm. Un sol limono-sableux brun, et avec, en dessous, des limons ocre, des nodules ferromanganiques, ça c'est lié plutôt à un contexte pédologique, et puis avec des taches orangées, signe d'hydromorphie saisonnière. Et si on regarde les alluvions, cette fois-ci, on a 60 cm de sol, brun. Et en dessous, on a encore des limons bruns clairs, aussi avec des concrétions ferromanganiques et des taches orangées. Donc on s'aperçoit bien que sur une exploitation, il y a plusieurs types de sols. Et qu'à un moment donné, sur le sol du Bédat, la question peut se poser à faire une rotation de prairie, parce que ces terrains-là sont plus compliqués, et qu'on voit que d'un autre côté, ça diminue les rendements, et ça diminue surtout la marge. Donc c'est pour ça que sur une exploitation, observer son terrain va permettre de définir, en fin de compte, quelles sont les différentes pistes. Et bien entendu, on est d'accord que pour un même diagnostic, les pistes seront plusieurs, les solutions seront différentes en fonction de l'homme et de son système. Bien entendu. Oui. Et sur ce sujet-là, parce que c'est une des différences avec le système conventionnel et ce choix-là de parcelles dont elle parle, c'est pas propre à la région ou à notre exploitation, c'est quand même significatif de l'agriculture française par rapport aux autres pays. Et j'ai pas été voir beaucoup ailleurs, mais quand même, j'ai souvent entendu ça. Quand on sème quelque chose, nous, en France, il faut que ça produise. Et voilà, on va rajouter de l'engrais, on va arroser encore plus. Enfin, voilà. Il faut que ça produise parce que c'est semé. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Mais on est quand même formaté. Et moi, le premier, quand on discute de laisser une parcelle qui ne va rien faire, voilà, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'on est formaté comme ça, on a l'habitude. Alors, l'histoire, c'est que la discussion fait qu'on voit bien que c'est nécessaire. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a le facteur humain aussi. Pourquoi pas laisser 2 ans une parcelle sans production, alors que mon soja, là, où je suis allez, on va dire, j'ai fait 15 quintaux de moyenne, en m'appliquant un peu plus, je peux faire 20 ou 22 ou 25 quintaux. Alors pourquoi aller perdre du temps sur une parcelle qui ne va rien me rapporter, alors que si je m'applique un peu plus sur les 30 autres hectares de soja, je vais gagner, voilà, mon soja, en C2, cette année, je l'ai vendu 726 € la tonne. Et je le dis parce que ça change quand même, quoi, hein, c'est intéressant pour ceux qui produisent. Donc j'ai intérêt à aller me gagner 5 quintaux plutôt que de m'occuper de... Qui ne se perd pas, cette parcelle, hein. Elle est en train de se régénérer, c'est ce qu'il disait, de redevenir... voilà, on fait le nécessaire pour... Humainement, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça. Après, quand on regarde et qu'on discute et qu'on rentre dans le détail, c'est nécessaire, quoi. Nous, ce qu'on fait sur l'exploitation, c'est pour ça, c'est pas tout blanc, tout noir. On aurait peut-être 3-4 parcelles à faire ça, on ne fait pas tout à la fois, quoi. On n'est pas tout à fait... On en fait 1 ou 2, puis après, on en fera 2 autres. Voilà un peu le système. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur ces repères-là, et aussi l'aspect agropédagogique, juste pour aider à prendre des décisions, à poser à plat, et puis après, l'agriculteur choisit en fonction de ses priorités et de ses envies. Donc, quand on parle de prairies, bien entendu, hein, c'est des légumineuses avec un S, hein, avec plusieurs légumineuses dessus, hein. Et là, pour un dernier exemple, un agriculteur bio dans le Gers, 74 hectares,
Juste pour réfléchir aussi sur cet équilibre économique et au choix des cultures, on va prendre, donc il a plusieurs, ça fait pas 74 hectares, j'ai pris soja, sarrasin et féverole blé, d'accord? Donc au niveau du soja en irrigué, on est à 990, au niveau du sarrasin, on est à 551 € de charge, au niveau du la féverole blé, on est à 540 €. Au niveau des rendements, il a fait 3,5 tonnes en soja. Avec cette rémunération-là, on est à 1670 €. La féverole blé, on est à 523 € de l'hectare. Attention, c'est les chiffres d'un agriculteur. Tout le monde ne fait pas ça en bio. Hein. Et ce n'est pas ça qu'on promet en bio pour tout le monde. C'est un agriculteur qui travaille bien, qui est organisé, qui prend confiance en lui et qui... Voilà. Donc... Si, mais je dis juste que dans certains sols, voilà, si on montre ces chiffres-là, il faut faire attention parce que les gens sont là, ils pourront croire que... Et donc, par contre, regardez, féverole blé, par rapport au temps du soja, on le divise par 2. Là, je sais pas, c'était le fuel, là. Donc, en fin de compte, le féverole blé, on est à 500 €. Un soja en sec, il était autour de 1000 € de l'hectare, d'accord? Mais on voit bien que la féverole blé, il a mis 2 fois moins de temps pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc ce qui va être important sur une exploitation, bien entendu, c'est pas parce que le chiffre du soja est plus élevé, c'est équilibrer l'aspect humain par rapport aux résultats économiques. Pour pouvoir bien mener les cultures de printemps, on est obligé d'avoir des cultures d'hiver. Et de toute façon, dans la rotation agronomique, c'est nécessaire. On peut, des fois, des agriculteurs bio peuvent être attirés par ces prix du soja. Attention, parce que comme il dit, ce qui est important, c'est de valoriser les cultures qui coûtent cher. Et juste, alors c'est toujours, attention, hein, c'est des chiffres forfaitaires, donc c'est critiquable, mais si on prend cet agriculteur-là, où on a fait ses repères agroéconomiques en 2015, et qu'on les fait en 2017, d'accord? On a constaté une chose, c'est que, et en 2015, il n'était pas en bio. On a, entre 2015 et 2017, il y a moins 30% de charges, les produits ont augmenté de plus 16%, et la marge directe a augmenté de 60%. Donc c'est vrai que cet agriculteur bio, en termes de conversion, retrouve le sourire, parce que ces 60%, ça peut paraître important, sauf que le problème, c'est qu'avant, en conventionnel, il ne gagnait pas bien sa vie. Donc c'est juste qu'à un moment donné, il peut espérer gagner sa vie. Donc en conclusion, sur une exploitation, on veut juste parler d'équilibre entre l'humain, l'approche économique et l'agronomie. Fertilité des sols, oui, bien sûr, mais avancez pas à pas. Au niveau des couverts, ça se gère pas à pas. L'équilibre de l'assolement, sur une exploitation, on constate bien ceux qui équilibrent entre les cultures de printemps et cultures d'hiver et celles qui sont irriguées et en sec pour mener à bien le travail. Et c'est vrai que ceux qui ont quelques parcelles en repos pour régénérer ces parcelles-là qui en ont besoin, c'est du temps en plus pour les autres parcelles, pour les autres cultures qui vont demander plus de temps et qui pourront être plus valorisées. Et aussi, chef d'entreprise, eh ben, en fin de compte, c'est 3 choses. C'est la production, la gestion et l'innovation. Ça, mes parents qui avaient une entreprise, mon père, il n'arrête pas de me le répéter. Et c'est cette partie de gestion qui est importante, parce qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est valoriser son travail. Si on n'est que producteur, ça ne va pas aller. Et on s'aperçoit que ceux qui valorisent le mieux leur production, c'est ceux qui, à un moment donné, ont mis aussi de quoi stocker et qui ont pu aussi s'engager au niveau commercial pour pouvoir aussi chercher leur marché aussi. Et ça permet de définir des priorités sur son exploitation pour pouvoir jongler sur les trois actions, quoi. Et pourquoi aussi faire attention à donner des priorités? Ben, il y a l'entreprise, bien entendu, mais il y a aussi la vie familiale. Ouais, moi, je suis célibataire. Donc, et non, c'est vrai que c'est difficile de jongler sur cette vie familiale, et des fois, on a toujours tendance à mettre la barre très haute. Et c'est pour ça que sur la fertilité des sols, il y avait des grands discours pendant 3 ans sur la fertilité des sols, où il fallait faire beaucoup, il fallait mettre la barre très haute. Nous, ça fait 17 ans qu'on travaille sur le sol. Jean, ça fait 35 ans. Voilà, à partir du moment où vous avez conscience qu'il faut faire attention au sol, vous travaillez dans les meilleures conditions,
les plus ressuyis possibles. À partir du moment où vous avez compris qu'il faut restituer de la matière organique, faites-le à pas par rapport à où vous en êtes aujourd'hui et ne pas mettre la barre si haute parce qu'en fin de compte, on ne vit pas bien. Et c'est vrai que je m'aperçois que, ne serait dans mon entreprise, j'ai mis la barre tellement haute, et bien, j'aimais ce que je faisais. Et en fait, je prenais plus plaisir parce que des fois, parce que j'avais la pression qui était là. Et maintenant, en baissant la barre, et ben, je ne pense pas faire moins de travail, mais en tout cas, je suis bien mieux dans mon travail. Et j'essaye bien équilibrer par rapport à la vie familiale, qui est très importante. Voilà. Donc, je voulais remercier la vie qui nous donne tout ce qu'elle nous donne. Et merci beaucoup au Bio du Gers pour partager nos observations. Et merci à Mano. Merci Emmanuel.